Oui, alors tout à l'heure j'ai parlé des Mourides et de mon intérêt pour cette confrérie musulmane, mais j'ai aussi un intérêt pour Saint-Louis du Sénégal, de cette ville. Alors, en fait, cette ville a noué deux affaires dans mon parcours. Donc, d'une part, j'avais déjà parlé de Saint-Louis du Sénégal dans mon livre Frères et sujets, puisque je commence par Saint-Louis, en quelque sorte, puisque c'est l'ancrage le plus ancien de la France en Afrique. Donc c'est l'époque de l'esclavage, de la traite esclavagiste, et donc et la France a un comptoir créé en 1649 sous Louis XIV et Colbert, et donc la France rentre dans le jeu des traites négrières avec les autres pays européens, etc. Et Saint-Louis est une place tout à fait importante dans cette affaire. Et donc, j'en avais pas parlé comme le premier, autrement dit, le premier lien de la France avec l'Afrique, c'est Saint-Louis. Et puis, j'avais remonté un peu le fil, parce que Saint-Louis a une histoire, dans Frères et sujets, a une histoire tout à fait intéressante, puisque c'est par là aussi que va se faire les premiers temps de la colonisation au XIXe siècle, c'est-à-dire le fameux Faidherbe, qui était le grand conquérant, s'installe à Saint-Louis. C'est là où il est affecté comme gouverneur. Et il y a la place Faidherbe, il y a le pont Faidherbe à Saint-Louis qui marque la mémoire de ce lieu. Et c'est lui qui va, au fond, faire la conquête du Sénégal et qui va servir de modèle ensuite pour la conquête des autres colonies françaises de l'Afrique. Donc c'est à Saint-Louis que les choses se passent. Et puis, mais aussi très vite après, Saint-Louis, au moment de des débuts de la Troisième République, c'est-à-dire en 1871, 70-71, après la Commune, Saint-Louis est devenue commune française, commune de plein exercice. C'est-à-dire que tous les habitants de Saint-Louis sont devenus des citoyens français, qu'ils soient blancs, métis ou noirs. Donc on a à Saint-Louis en 1871 des citoyens noirs qui habitent une commune de France, Saint-Louis. Avec Gorée, qui est, vous savez, la petite île au large de Dakar, mais qui est un tout petit lieu. Les deux sont... C'est même une histoire extravagante, parce que les Français vont coloniser l'Afrique, mais en même temps, ils assimilent politiquement, une assimilation politique de Saint-Louis. Et d'ailleurs, les assimilationnistes, il y avait beaucoup de colonisateurs assimilationnistes, c'est-à-dire ils voulaient faire des indigènes des citoyens. C'est ça le truc. Bien sûr, ils ont eu, à l'opposé, il y a eu des gens qui disaient « vous n'êtes pas fous, c'est des indigènes ». Donc c'est eux qui l'ont porté. Sauf que, à Saint-Louis, c'est resté. C'est resté commune de plein exercice, comme on disait à l'époque. Donc c'est une histoire très intéressante, très singulière, qui a marqué fortement l'histoire de ce pays et surtout toute une série d'hommes importants, de Sénégalais, africains, Sénégalais, étaient des citoyens français. C'était le cas de Blaise Diagne, le premier député africain, qui est député en 1914 à l'Assemblée nationale. Il arrive, il débarque, l'Assemblée nationale, il représente Saint-Louis en particulier. Donc, en 1914, à la veille de la guerre de 14, il y a un député africain à l'Assemblée nationale. C'est quand même une histoire. Donc je raconte ça dans Phare et Sujet. Donc du coup, Saint-Louis m'a intéressé, donc je reprends toute cette histoire dans mon livre sur Saint-Louis, à la fois le lieu de la traite négrière, XVIIe et XVIIIe siècle, lieu aussi d'autres traites. Hein. Il y avait les peaux, il y avait l'or, il y avait plein de choses, il y avait la gomme arabique, il y avait plein de choses. Donc c'est très intéressant comme histoire. J'ai appelé ça palimpseste d'une ville, parce que c'est des strates, si vous voulez, qui s'accumulent. Il y a
il y a plusieurs strates passionnantes. Mais il se trouve aussi que c'est à Saint-Louis qu'on a fait le procès de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la Mouridia, en 1895. N'est-ce pas? En 1895, comme les Français avaient peur, il y a eu des djihad qui ont été lancés dans les années 1800, à l'époque de Faidherbe, contre les Français. Donc il se dit, celui-là, il a créé encore un autre truc. Vous voyez, on ne sait pas ce que c'est. Donc pour arrêter dans l'œuf encore une rébellion, hop, ils lui font un procès à Cheikh Ahmadou Bamba, ou ça, à Saint-Louis, puisque c'était le haut lieu. Et c'était même à l'époque la capitale de l'AOF, à l'époque, en 1895. Donc il est envoyé en exil au Gabon, Cheikh Ahmadou Bamba, mais grâce à ses soutiens à Saint-Louis, dont Blaise Diagne, par la suite, il revient au pays. Donc il ne meurt pas comme beaucoup de ces gens qui ont été mis en exil par les Français. Il revient au pays. Donc du coup, il peut fonder il peut reprendre sa confrérie, etc. Et même, il devient un collaborateur, je dirais, de la France, puisqu'il aide les Français à faire, et Blaise Diagne a recruté des tirailleurs sénégalais pour aller en France, faire la guerre. Et ensuite, il va se lancer dans l'arachide. Donc, voilà. Donc ça va bien se passer ensuite avec les Français, qui vont l'autoriser à créer sa confrère. Enfin, il meurt en 1929 ou 28, je ne me souviens plus, mais les premiers trucs de sa mosquée vont commencer à se construire. Les Français lui laissent le terrain à Touba, etc. Donc, mais dans les années... Alors donc, et là je vous ai raconté comment la Mouridia, à partir de ces années-là, va devenir une confrérie de plus en plus économiquement puissante, politiquement puissante, etc. Bon. Mais elle va être puissance mémorielle et commémorative, comme je vous l'ai dit. Et donc, il va y avoir des mourides de Saint-Louis qui vont décider qu'il fallait commémorer à Saint-Louis l'arrestation et le jugement de Cheikh Ahmadou Bamba, dans les années 1970, récemment. Et chaque année, le 5 septembre, on commémore, les mourides commémorent le procès. Moi, j'ai donc assisté je suis allé aux commémorations, et là, j'ai assisté à des trucs absolument étonnants. Je veux dire, donc, la place Faidherbe cesse d'être la place Faidherbe, c'est la place Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibra Fall, parce qu'il avait son principal disciple. Je ne raconte pas toute l'histoire de la Mouridia, mais tout d'un coup, elle se mouridise. Saint-Louis, la vieille île, se mouridise. Pendant une semaine, tous les mourides, il y a 400 000 mourides qui viennent de tous les coins du... Et donc, c'est un moment, donc j'ai assisté à ça, et donc, j'assiste même à la prière, même je la fais parce que j'étais là, et un mouride me dit, mon cher ami, il faut prier aussi, donc je fais les 4 prières, les machins trucs, ça. Et donc, voilà. Donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a une sorte de remémoration qui se fait de plus en plus forte, c'est-à-dire que les mourides revendiquent Saint-Louis. Maintenant. Et d'ailleurs, récemment, la place Faidherbe vient d'être débaptisée. Vous voyez, dans le cadre de ce mouvement, vous savez, des statues et des choses comme ça coloniales, alors que les Saint-Louisiens, parce que quand même c'est un nom, ça ne s'invente pas, au Sénégal, pays à 95% musulmans, il y a le nom canonique des rois de France. Roi chrétien et celui qui a lancé les croisades. Quand même le faire. Saint-Louis, donc, voilà. Donc, bien sûr, il y a aujourd'hui des mourides ou d'autres qui disent ça ne va plus cette histoire, plus possible. Donc, ils ont commencé à débaptiser la place Faidherbe, mais ils n'ont pas. Les mourides ont poussé pour qu'elle s'appelle la place Cheikh Ahmadou Bamba, évidemment. Là, les gens de la mairie ont dit on va essayer, parce qu'il n'y a quand même pas que des mourides à Saint-Louis. Donc, ils l'ont appelé en Wolof, ils l'ont nommé dans la langue Wolof, la place. En Wolof, ça veut dire place publique, donc un nom assez commun, voilà. Et
mais la statue de Faidherbe a été mise à l'écart. Elle va être mise dans un musée. Donc l'histoire de Saint-Louis, donc si vous voulez, j'écris dans Saint-Louis, j'écris là-dessus. C'est-à-dire j'écris à la fois sur tout ce passé esclavagiste, mais aussi sur les derniers événements, enfin, pas le dernier, parce que je ne l'avais pas encore, mais je l'avais pas pressenti, mais il y avait déjà eu des déboulonnages à mon époque, si vous voulez, quand j'assiste de la statue de Faidherbe. Au moment où on commémorait le 5 septembre, le jour il y avait déjà eu du déboulonnage. Je me suis dit, à un moment donné, puis la ville. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça. Donc, je me suis. À la fois, vous voyez, dans ce livre, c'est à la fois tout cet ancrage dans cette histoire longue de France-Afrique, si vous voulez, hein, et puis cette histoire beaucoup moins longue, mais très passionnante, qui n'est pas achevée, du mouridisme au Sénégal. Hein, qui est une histoire qui n'est pas achevée, puisqu'on a affaire à une confrérie qui, d'ailleurs, aujourd'hui est dans le monde entier. Hein. C'est des migrants, vous savez, ils sont installés partout. Et donc, d'ailleurs, si Touba grandit, grossit, c'est grâce à cet argent des migrants qui sont aux États-Unis, en France, même y compris en Chine. Et donc on a affaire à quelque chose qui est une histoire qui est en train de se faire encore. Et moi, j'ai parlé de l'État mouride, voilà, donc, puisque c'est un État dans l'État maintenant, hein, donc, et qui réinterprète l'histoire du pays, si vous voulez, qui refait, qui réinterprète l'histoire. Donc c'est passionnant. C'est passionnant et c'est pour moi quelque chose qui se poursuit. Donc j'écris ce livre, mais enfin, d'une certaine façon, il y aurait d'autres choses à écrire maintenant. J'ai d'ailleurs écrit un article avant de partir en vacances. Là, c'est les Britanniques qui m'ont demandé ce texte pour une encyclopédie, vous savez, historique, sur Saint-Louis précisément, ils m'ont demandé. Et là où je termine sur l'histoire de la place Faidherbe débaptisée, puisque j'avais cette information qui venait de... Donc j'ai actualisé dans ce texte, qui est un texte assez long, hein, un texte de 50 000 signes, enfin c'est un texte important. Voilà, donc c'est vraiment mes derniers terrains au Sénégal, que ce soit pour travailler uniquement sur les Mourides, mais aussi sur Saint-Louis, ont été vraiment... Puis je me suis fait beaucoup d'amis aussi là. Et donc, des amis sénégalais qui m'ont... donc, c'est pour moi aussi, de ce côté-là, c'est aussi plaisant, hein, de ne pas... de me retrouver du côté des Sénégalais, enfin, avec les Sénégalais dans cette histoire où voilà, où il y a une reconnaissance de leur part de mon travail sur... voilà. Et des historiens, en l'occurrence, moi qui ne le suis pas, enfin officiellement, mais j'ai beaucoup fait d'histoire. Parfois même peut-être plus que d'autres choses, mais bon. Voilà. Et donc c'est Saint-Louis. Puis ensuite, il y a ce livre Afrique en présence que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, hein, qui remonte à 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, oui, qui est un livre que, là aussi, beaucoup de plaisir à l'écrire, où je fais une synthèse de beaucoup de choses dans ce livre, hein, où je fais une synthèse de beaucoup de choses, où à la fois j'essaye de montrer en quoi l'Afrique, dans ce livre, c'est pour ça que j'inverse présence africaine, Afrique en présence. Vous savez, il y a donc Afrique en présence. Donc, c'est pour dire à quel point on ne peut pas comprendre la modernité occidentale, au-delà de la France, hein, sans l'Afrique. Donc, si vous voulez, donc là, pour le coup, je fais un travail qui remonte dans le temps, donc au XVe siècle, si vous voulez, au XVe ou au XVIe siècle, où au fond, bien sûr, la traite esclavagiste, et donc, d'une certaine façon, la naissance du capitalisme, si vous voulez, voilà, toute notre histoire de la modernité ne peut pas se penser en dehors d'une Afrique qui est devenue quasi indispensable, si vous voulez. Mais elle n'est pas seulement indispensable sur le plan, je dirais, esclavage ou après tout le commerce de l'or, etc., parce qu'il y a eu plein d'autres choses, hein, avec l'Afrique, mais aussi sur le plan, je dirais, intellectuel.
C'est-à-dire que, par exemple, le mot fétichisme, qui est quand même le mot fétiche. Fétiche, d'abord le feticcio, comme on dit en portugais, c'est pour parler, c'est les Portugais qui nomment les objets des Africains au Congo, là où ils passent, c'est un feticcio. Bon. Mais fétichisme va devenir une catégorie de pensée occidentale, je veux dire, que ce soit chez Freud, que ce soit chez Marx, etc., etc. Donc, si vous voulez, le fétichisme va devenir une catégorie et religieuse, mais aussi une catégorie critique de notre propre monde, surtout chez Marx. Le fétichisme de la marchandise, etc., etc. Donc, il y a... Et puis l'Afrique va aussi être intéressante comme antithèse de nous-mêmes, si vous voulez. C'est-à-dire là, antithèse de l'Occident, c'est-à-dire là où... Alors on trouve ces choses-là chez Hegel, enfin c'est-à-dire qu'au fond, pour se penser soi-même, il faut avoir une altérité. Et l'Afrique était vraiment pensable comme altérité. C'est-à-dire c'est le 0 degré de la religion par le fétichisme, hein, alors que nous, on a le degré X avec le christianisme, si vous voulez. Hein. C'est le degré... Voilà, donc si vous voulez, il y a quelque chose qui se met en place là, comme une Afrique antithèse de l'Occident, mais indispensable aussi pour se penser soi-même, comme un miroir à l'envers, si vous voulez. Bon. Mais ça va aussi, quand un peu plus tard, au moment donc, de l'époque coloniale, où quand même on va coloniser l'Afrique, cette Afrique qui est l'antithèse de nous-mêmes, avec cette idée de mission civilisatrice, parce que là, pour le coup, voilà, on civilise des gens qui ne le sont pas. Bon. Mais peuvent-ils être civilisables? La question se pose, d'ailleurs pour certains colonisateurs. Hein. Est-ce qu'on peut parvenir à les civiliser? Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une certaine modernité, alors là, littéraire, picturale, poétique, etc., dès le 19e, tournant du 20e, ça va être l'Afrique pour critiquer notre propre monde. C'est l'inverse qui va se produire. Ça commence par Rimbaud, si vous voulez. Rimbaud, la saison en enfer devait s'intituler Poème nègre. Et Rimbaud part en Abyssinie. Hein, donc il laisse tomber, il va où? Dans une certaine Afrique. Bon. Et après, ça continue avec Apollinaire, avec Tristan Tzara, avec tous les surréalistes, etc. Donc on a une Afrique qui devient, et les objets, voilà, dont quelques... Et les objets deviennent ce qui est, au fond, ce monde du fétichisme devient bien sûr ce que nous avons perdu, mais ce en quoi nous-mêmes nous ne sommes plus des humains, puisqu'on a été capable de tant de brutalité. La guerre de 14 en l'occurrence. Et donc une certaine modernité critique va être... voilà, donc dans ce livre, je rentre dans tous ces trucs-là. Mais dans ce livre aussi, j'essaye de réinterpréter la colonisation, c'est-à-dire comme paradoxal, surtout du côté français, c'est-à-dire comme quelque chose où, bien sûr, on a colonisé, on a violenté, on a fait des tas de choses, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'administrateurs coloniaux qui voulaient que l'Afrique reste elle-même. Et donc, Maurice de la Fosse en fait partie. C'est-à-dire qu'ils avaient donc des administrateurs, ce n'étaient pas des ethnologues. Ils l'étaient à certains égards, mais même chez Faidherbe, on trouve chez Faidherbe. Donc celui qui est le conquérant a déjà sur cette idée que il ne faut pas transformer ces gens. Il ne faut pas les civiliser, justement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la mission civilisatrice, si vous voulez, il y a des gens qui sont des acteurs qui mettent en question cette affaire-là et qui disent d'accord, il faut amener... il faut
il faut soigner les gens, il faut faire la mission civilisatrice avait comme ça soigné, éduqué, christianisé, etc. Voilà. Bon, mais beaucoup d'entre eux, pas trop, surtout n'en faites pas trop. Donc c'était, voilà, c'est le même et son contraire. Il y a des administrateurs coloniaux tout à fait exemplaires de ce point de vue-là, qui sont très intéressants en eux-mêmes, puisqu'ils sont à la fois, ils gèrent, ils sont là pour administrer, pour éventuellement taper, etc. Mais ils disent oui, mais il ne faut pas changer les choses là comme ça. Voilà. Donc ça porte là-dessus. Et puis, je tiens compte de tous mes travaux que j'ai faits sur le religieux, sur le politique, etc. Et c'est cette idée qu'au fond, l'Afrique nous a devancés par rapport. Alors, une autre idée de ce livre, c'est qu'au fond, il y a une sorte d'africanisation du monde. Et donc, au fond, des choses qu'on observe en Afrique, ça y est, chez nous, on l'a. Et donc, il y a trois choses qui me frappent par rapport à ça. C'est, d'une part, le rôle de l'économie informelle. Je veux dire, l'Afrique ne vivrait pas sans l'économie informelle. Je veux dire, elle vit largement de ça. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, il faudrait voir exactement... bien sûr, on a une économie officielle bien plus importante, mais l'économie informelle, on ne peut pas comprendre nos problèmes à Marseille, etc., sans cette économie informelle, en l'occurrence la drogue, etc. Mais il n'y a pas que ça. Bon. Et c'est une économie qui traverse le monde entier. Je veux dire, c'est une économie. Bon. Et longtemps, le rôle de l'humanitaire, c'est-à-dire que l'Afrique est devenue le continent de l'humanitaire, en gros. On faisait du développement pendant longtemps, mais maintenant on fait de l'humanitaire parce qu'il y a des crises partout, parce qu'il y a des... Voilà, et donc il y a de l'humanitaire, mais les humanitaires font du développement. Et donc ils aménagent des trucs, ils font... Bon. Mais au fond, nous-mêmes en Occident, l'humanitaire est devenu aussi enfin, en Europe, en France en particulier, l'humanitaire est devenu depuis... combien de gens vont au restaurant du cœur? Enfin, il y a un chômage massif, etc. Donc il y a un humanitaire, etc. Et puis le thème qui est fréquent, c'est l'insécurité. C'est-à-dire quelque chose où l'Afrique s'est insécurisée, mais où le monde s'est insécurisé. Donc il y a donc quelque chose qui fait que ce qu'on pouvait croire comme étant de l'arriération, n'est-ce pas, quelque chose qui ferait que l'Afrique est derrière nous, elle était à certains égards devant et depuis longtemps. Et donc, depuis plus longtemps qu'on ne croit, et même, je dirais, certains aspects prophétiques, pour le coup, et religieux, on y a droit aussi. C'est-à-dire, ou même tout ce qui est de l'ordre des mondes invisibles. Des mondes invisibles. Les théories du complot, c'est quoi d'autres? C'est pour ça que j'ai écrit Vérité et mensonge. C'est-à-dire que croire à l'incroyable, si vous voulez, c'était réservé aux autres, n'est-ce pas? Mais nous, on est en plein dedans. Pas voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça. Donc, c'est des choses c'est des thèmes que j'ai traversés. Le sida, Ebola, parce que je ne vous ai pas parlé d'Ebola, mais je ne pouvais pas parler de tout. Mais où les rumeurs sur le sida en Afrique, les rumeurs sur Ebola en Afrique, c'était des choses. Il y a eu sur les laboratoires pharmaceutiques qui faisaient du trafic, etc. Ça a commencé en Afrique sur le sida. Donc j'ai vu grandir ça, et avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, parce qu'à l'époque du sida, il n'y avait pas encore. C'est arrivé un peu après. Et ça a grossi, etc. Et nous, on est pris là-dedans. C'est-à-dire qu'au fond, les frontières qui nous semblaient nous séparer de ce monde, aujourd'hui, est beaucoup plus ténue. Hein. Et d'où cette idée d'Afrique en présence, puisque c'est une présence, si vous voulez, qui est une présence au monde aujourd'hui de l'Afrique. Ce n'est pas une présence... voilà.
Voilà, voilà ce livre que j'ai beaucoup de plaisir aussi à écrire et voilà, qui est un des derniers en date, et puis, mais qui fait un lien avec le tout dernier petit livre, un tout petit livre sur sorcellerie et complotisme, qui là aussi c'était suite à un article qu'on m'avait demandé, que j'ai fait, et je me suis dit tiens, tu vas faire un article plus gros, et donc tu fais un petit livre avec ça, et donc qui a fait que je suis parti, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi moi sur la sorcellerie chez les BT. Donc voilà, donc j'ai pas j'ai pas évoqué ça, mais dans la monographie il y avait ça.